Je vais vous parler de comment on a réussi sur un projet à utiliser, donc à développer un monolithe et à pouvoir le déployer en plusieurs microservices. Donc je vais me présenter un petit peu comme à la façon d'un druide, on va dire, dans Camelot, donc en énonçant un petit peu mes différentes casquettes. Je m'appelle Julien Witt, vous pouvez me trouver sur Twitter ou GitHub sous le, le pseudonyme de Pitchart, c'est comme un Picard, mais en Picard. Je suis tech lead chez Inside Group, dans le pôle de compétences Digital Hub, où je réalise la plupart du temps des applications donc métiers, principalement autour de PHP. Je suis aussi coordinateur de l'antenne AFUB de Bordeaux, d'où l'organisation commune entre Inside et la FUB Bordeaux. Et à mes heures perdues, j'interviens de temps en temps à l'IUT Bordeaux 1 pour divers cours, principalement sur les CMS. La casquette qui va vous intéresser le plus ce soir, c'est celle de Tech Lead. Ça fait plus de 10 ans que je suis développeur. Et je suis, comme je pense la plupart des développeurs qui ont commencé il y a pas mal de temps maintenant, ça y est, on est des vieux, on est habitué, on est familiarisé avec le développement monolithe. Donc, des applications, une seule base de code, et on envoie tout en déploiement, et on a une seule grosse application. Je pense que du coup, on a pas mal de recul sur ces projets un peu qui peuvent être complexes. Et notamment l'effet indésirable qui est que plus une base de code va augmenter, plus il va être difficile d'apporter de nouvelles fonctionnalités, de changer du code, de faire du refactoring, etc. Moi, j'avais eu l'occasion sur certains projets de commencer à travailler avec des ensembles de services, on va dire, distribués, donc plusieurs couches de services qui vont communiquer entre elles. Ce n'était pas forcément du conteneur à l'époque. Mais voilà, on avait différentes parties du système d'information qui étaient isolées et qui étaient amenées à communiquer entre elles. L'inconvénient qu'il y avait à ce type de projet, c'est qu'on avait quand même du code commun, puisque le métier du client reste le métier du client. Et du coup, en cas de mise à jour d'un service, il fallait partager en fait toutes les dépendances communes entre ces différentes bases de code, et du coup retester complètement toutes les parties des différentes applications. Pardon. En même temps, comme je fais pas mal de veille, j'ai commencé à m'intéresser à ce qui est plus communément appelé un monolithe modulaire. Donc une manière d'architecturer, on va dire, son projet pour éviter justement tous les effets néfastes des monolithes et pouvoir déployer une base de services différents, de manière différente, en tout cas au niveau de l'applicatif. L'avantage de tout ça, c'est qu'on conserve une seule base de code et qu'on va éviter de devoir tester toute la communication entre les différents services à chaque déploiement. J'ai eu l'occasion, donc, il y a à peu près un an, de commencer un projet qui nous a permis de mettre en place ce type d'architecture. Donc, je vais vous raconter un petit peu l'histoire de ce projet. Donc, première phase, on recueille les besoins clients. Et après analyse, on commence à relever quelques notions qui nous paraissent assez importantes, en tout cas, pour un bon déroulé sur ce projet. À première vue, on a des contextes métiers qui sont assez isolés. On entrevoit des résultats d'analyse, donc une gestion de résultats d'analyse, une partie annuaire donc on a certaines données qui peuvent être liées, ou en tout cas qui peuvent paraître communes, mais pas exactement, on va dire. Et puis des données de référence qui sont là pour principalement contrôler en fait tous les entrants qui vont se produire au sein de l'application. Au niveau des fonctionnalités, la partie la plus importante concerne des imports. On va avoir de gros volumes de données en entrée qui proviennent principalement de fichiers déposés sur un FTP, donc des fichiers à plat qu'il va falloir intégrer. Il y a un fort besoin de performance puisque ces imports peuvent être réalisés plusieurs fois dans la journée. Et ensuite, la particularité également, c'est qu'on a une utilisation
de ce système d'apport qui va être borné dans le temps, donc sur une journée, aux heures d'ouverture en fait, des différents laboratoires qui vont venir déposer des fichiers. Ensuite, il y a un fort besoin de reporting. Premièrement, sur le stockage en fait, du déroulé des imports. On va relever quand même toutes les erreurs, tout ce qui a été mis à jour, créé, les différentes données qui peuvent poser problème donc, dans les jeux fournis par les laboratoires. Et en parallèle de ça, il va falloir aussi générer des documents à destination de différentes entités, que ce soit des laiteries ou des producteurs laitiers. Ensuite, il va y avoir de la notification qui va être mise en place suite à cette génération de documents. Et tout ça, donc tout le reporting est déclenché suite à un import réalisé. Autre particularité, on a également des gros exports à fournir, des exports vers d'autres OSI. Donc, dans ces cas-là, on prend l'état de la base sur quelques mois et puis on exporte tout ça pour d'autres applications. Mais aussi des exports vers les différents intervenants. J'expliquerai un peu plus en détail tout à l'heure, mais les échantillons analysés sont reliés à différents types d'entités et toutes ces entités peuvent recevoir en fait un extract des données qui les concernent. D'un point de vue consultation, donc on a une application web à fournir. La consultation se fait au fil de la journée, forcément. Par contre, on sait que pour certains contextes métiers, il n'y aura pas de modification directement des données. Donc ça va être juste de la consultation. Un gros aspect du projet, c'est la volumétrie des données. Donc on a des gros fichiers qui arrivent en import. Je crois que le record était de 44 mégas pour un seul fichier CSV. Et puis on a une grosse volumétrie également dans ce qu'on va stocker. La plus grosse collection MongoDB qu'on va avoir sur ce projet fait à peu près 30 gigas. La bonne nouvelle, c'est que selon le client, les prévisions sont à la hausse, puisqu'il y a un système d'analyse en fait, systématique des échantillons qui doit être mis en place. Et puis, il y a un fort besoin d'évolutivité. Il y a des échéances donc, à court terme, je viens d'en parler pour la partie analyse systématique, et à moyen terme sur en fait, de la refonte du modèle qui est des données qui est actuellement stockées sur l'application au début du développement. Qu'est-ce qu'on peut déduire de tout ça? Les trois axes principaux, on a des gros besoins en performance, mais qui vont être variables en fonction du contexte métier. Pour faire une petite comparaison, donc les résultats d'analyse arrivent tous les jours en gros volume. Les données de référence vont, elles, évoluer 2 à 3 fois dans l'année pour certaines tables, certaines collections. On a besoin de sécuriser les données entrantes. Donc, il va y avoir un fort besoin en validation de tout ce qui va pouvoir insérer dans le système. Et puis, on commence quand même à entrevoir pas mal d'échanges entre les différents services. Je vous le donnais juste avant, avec les imports qui vont déclencher la génération de différents rapports et l'envoi de notifications, pareil, via le biais de différents médias. Donc, à partir de là, une approche microservice nous paraît intéressante. Alors, l'architecture microservice, ça a eu le vent, on va dire, la phase de hype il y a quelques années, et ça a souvent été vendu en opposition au monolithe. C'est-à-dire que le monolithe, ça rendait les développeurs un peu grincheux, alors que les microservices, tout le monde était content. On pouvait travailler en petites équipes sur une partie seulement du contexte métier. Et puis, ça permettait d'aller beaucoup plus vite, en fait, à apporter des évolutions et des fonctionnalités. Au niveau des avantages des microservices, on va bien sûr citer la scalabilité, en fait, puisque chaque service est indépendant, donc on va pouvoir le scaler au besoin. On retrouve des bases de code réduites, donc on a quand même une rapidité de montée en compétence des développeurs sur un domaine métier particulier. Et puis, ils sont réputés pour leur facilité de maintien, d'évolution, de debug, etc.
Sauf qu'on a quand même pas mal d'inconvénients et ces inconvénients nous rendent un peu réticents à approcher directement le projet sous forme de microservices bien scindés. Déjà, ça nécessite, pour la plupart des retours d'expérience auxquels j'ai assisté, des équipes de développement assez importantes et surtout des équipes scindées. On a commencé le projet, on ne connaissait pas encore la constitution des équipes, donc c'était un peu hasardeux de se lancer de cette manière. Ensuite, qui dit base de code scindée va dire des mises à jour de code commun à nos différents microservices, puisque à la fois ça peut être du code métier qui va être partagé pour éviter justement de la duplication, mais aussi, on va dire, des librairies un peu plus bas niveau, puisque nos microservices fonctionnent par communication HTTP. Bon, pour tout ce qui est communication REST, on va éviter de redévelopper à chaque fois des librairies. Donc ça veut dire qu'à chaque évolution d'une librairie ou d'un bout de code qui est commun, on va être obligé de redéployer ça sur tous nos services. Et puis, une autre dernière réticence, mais quand on commence à avoir du déploiement sous forme de microservices, pardon, toutes les requêtes qu'on pouvait faire en base de données se transforment en requêtes HTTP pour communiquer entre ces services. Et du coup, que se passe-t-il si mon fichier CSV de 44 mégas contient énormément d'erreurs, sachant qu'on avait comme contrainte de renvoyer un fichier quasiment équivalent, donc un contenu quasiment équivalent, contenant une erreur de validation par ligne. Donc, si vous avez une ligne avec 10 erreurs, vous obtiendrez 10 lignes d'erreurs dans le rapport d'exécution de l'import. Donc, 44 mégas, si on commence à échanger tout ça sous forme de requête HTTP, il y a quand même quelques petites contraintes qui apparaissent. C'est pour ça qu'au final, de plus en plus d'équipes qui se sont confrontées aux microservices se retrouvent à considérer que oui, le monolithe, c'était pas terrible, mais au final, le microservice, ça a juste scindé les problèmes en plusieurs petits problèmes. L'inconvénient, c'est qu'on retrouve des problèmes un peu partout. Cette partie d'introduction, je vais la finir sur une citation de Simon Brown, qui est un architecte logiciel, qui a fait pas mal de conférences, je vous en ai mis une à la fin si vous voulez jeter un coup d'œil, mais qui dit que si on n'a jamais réussi à construire correctement un monolithe, qu'est-ce qui nous fait croire qu'on va réussir à construire correctement des microservices? Donc, où est la solution dans tout ça? On a quand même besoin de déployer des conteneurs pour avoir justement conservé la partie scalabilité. Mais on est quand même intéressé à conserver une seule base de code pour tous les avantages que ça peut apporter. Et puis surtout, si on conserve une seule base de code, donc un monolithe, comment éviter tous les pièges qui font la mauvaise réputation des monolithes? Du coup, on a cherché du côté de ce qu'on appelle des monolithes modulaires. Un monolithe modulaire, qu'est-ce que c'est? Donc, si on commence à regarder un système d'information, on va dire, au sens large, et à comparer en fait la modularité de la solution apportée et le nombre d'unités qu'on va pouvoir déployer via cet ensemble, cette application, on remarque 4 grandes familles. Donc, la première, celle qui fait la bonne réputation des monolithes, le monolithique Big Ball of Mud, donc une espèce de boue sympathique dans laquelle les développeurs vont venir s'engluer au fur et à mesure du temps. Et puis, dans le coin opposé, nous avons les microservices. Donc, du coup, il y a 3 manières de passer de ce premier, du monolithe classique, on va dire, vers les microservices. Soit on tente la diagonale, et donc là, je vous renvoie à la citation que j'ai présentée juste avant. Si on n'a pas été capable de construire un bon monolithe, en tout cas un monolithe qui tient la route, passer directement au microservice, ça va être compliqué. Soit on essaye de mettre du distribué dans un monolithe, et tout ce qu'on a gagné, c'est en termes de communication entre les briques, mais par contre, on va quand même se retrouver avec du code qui va être compliqué à maintenir. Soit on passe par la partie monolithe modulaire, donc avec tendance à isoler notre code au maximum et isoler nos différentes briques logicielles au maximum les unes des autres.
Un petit point sur ce qui nous fait en fait tant redouter les monolithes. Le premier, ça va être la complexité. Il y a Arnaud Lemaire qui fait pas mal de conférences donc sur Bordeaux et ailleurs, qui a pour habitude de décomposer ça en 3 types de complexité. La première, c'est la complexité essentielle. C'est le problème qu'on cherche à résoudre. Donc, celle-ci, on ne va pas pouvoir forcément la faire baisser. En tout cas, ou alors il va falloir tailler un petit peu dans les fonctionnalités apportées. La seconde, la complexité obligatoire, elle est inhérente à la réponse apportée au problème. C'est-à-dire que si la réponse apportée au problème de mon client, c'est de lui fournir une application web, je ne vais pas pouvoir me passer d'un serveur web, par exemple. Donc ça, c'est une première complexité qu'on va venir amener dans notre solution proposée. De la même façon, s'il faut stocker des données, se passer d'une base de données, ça va être compliqué. Donc, au fur et à mesure qu'on va construire notre solution, on va apporter une complexité dont il va être également difficile de se passer. Et puis, il y en a une dernière qui est la complexité accidentelle. Et celle-ci, on ne sait pas du tout, pas forcément comment elle est arrivée. Il y a quelques personnes sur le projet qui vont savoir pourquoi elle est là, d'autres qui sont arrivées plus récemment et qui ne sauront pas ce que ce code fait ici. Et puis, surtout, l'inconvénient, c'est qu'on ne sait pas trop à quoi elle sert. Donc, on a différents types de problèmes au niveau du code qui font que les évolutions arrivent moins vite, le refactoring est compliqué, et au bout d'un moment, c'est plus personne ne veut travailler sur le projet, ou le client est mécontent puisque ça devient difficile de maintenir ou de faire évoluer le code, et donc plus coûteux. Et puis, un autre point qui va avec la complexité, c'est le couplage. Le couplage, en fait, plus vous allez faire imbriquer en fait, vos briques logicielles entre elles au niveau du code, plus vous allez avoir des difficultés à venir les modifier individuellement. Et l'effet un peu inattendu du couplage, c'est que son augmentation ne va pas être forcément linéaire. C'est-à-dire que plus vous aurez de modules, plus vous aurez de composants dans votre application, et plus vous aurez de couplage entre ces différentes briques, plus l'impact du couplage en fait, va augmenter rapidement. Donc, on a un peu en tête une courbe, on va dire, exponentielle. En fait. Passer par là, quelle approche on peut avoir pour justement réduire toute cette partie de couplage au sein d'un monolithe. Donc, Simon Brown, toujours lui, est à l'origine en fait d'un modèle, d'une méthode d'appréhender en fait la façon de développer un système d'information qui s'appelle le C4 modèle. Donc, C4, parce qu'il va y avoir 4 C, qui nous donnent en fait une vision de la plus vaste à la plus précise, donc allant de la vision totale du système applicatif au détail d'implémentation. Donc, la première façon de voir les choses, c'est le contexte du système applicatif. On va avoir plusieurs applications qui vont communiquer entre elles, et puis elles vont rendre, en communiquant, un service à nos utilisateurs. Ensuite, si on cible un de ces contextes, on va pouvoir distinguer en fait différents conteneurs, donc des unités de déploiement. Il ne faut pas voir ça forcément en termes de conteneurs, dockerisation, etc., mais une unité de déploiement qui arrive, donc qui est déployée en une seule fois. Donc ça va commencer à nous donner des couches de communication entre nos unités et voir un peu comment on peut globaliser notre développement. Ensuite, si on descend de manière encore plus précise, on va avoir la couche donc, des composants. Ça concerne tous les blocs structurels majeurs de notre application. Ça va être, par exemple, la gestion de l'authentification, la gestion de la sécurité, dans notre cas, la gestion la visualisation des résultats, la consultation de l'annuaire, etc., etc. Et puis, dernier point, on arrive au niveau de l'implémentation, donc les différentes classes qui fonctionnent entre elles au sein d'un même composant. Je vous ai mis des petits exemples qui concernent le projet sur lequel on a travaillé, justement pour essayer de vulgariser ça un minimum. Alors, le premier contexte, le premier C, on va dire, le contexte applicatif du système d'information. Donc, pour notre part, j'ai pris l'exemple de notre laboratoire, en fait, d'un laboratoire,
qui va utiliser donc l'application web de publication des résultats. Donc ça, c'est une partie de ce qu'on a développé. Donc ce laboratoire va publier ses résultats donc via un système FTP, et puis va avoir aussi pour but de visualiser ces résultats, donc ça en utilisant son navigateur. La particularité, c'est que tous les résultats qu'il va pouvoir visualiser ne correspondent pas forcément à tous les résultats aux résultats qu'il a publiés uniquement. Il y a des relations entre les différentes entités, donc du partage d'informations et du coup du partage de droits sur la visualisation des résultats. Donc nous, on est responsable. Je ne sais pas si vous voyez ma souris. Juste un petit oui. J'ai eu un oui de la tête, donc on va considérer que oui. Donc nous, cette application, elle va permettre donc, ces deux fonctionnalités, entre autres, à notre laboratoire. Et puis, elle va avoir d'autres buts. Le premier, ça va être d'exporter vers un système central de suivi des analyses, donc qui, lui, conserve l'historique complet des résultats d'analyse, leur évolution, et ça, c'est un système qui est tierce. De la même manière, cette application va devoir envoyer des notifications aux différents utilisateurs, aux différentes personnes concernées, et ça, c'est pareil, c'est un système tierce d'envoi d'email. Si on zoome pour passer au niveau container, donc ça, c'est notre application web, pour en tout cas la partie publication et visualisation des résultats. Donc, j'ai toujours mon laboratoire qui va venir publier ces résultats, donc cette fois-ci, sur une application de dépôt de fichiers. Donc ça va être un conteneur qui est principalement basé sur du SFTP et Python. Son but, c'est d'extraire les archives déposées par les laboratoires, donc via SFTP, et de lancer les imports des différents fichiers présents dans ces archives de manière ordonnée. C'est-à-dire qu'on peut avoir des fichiers, on peut avoir une dizaine de fichiers en une seule archive, et puis il y aura un ordre à respecter, sinon les données du 10e seront écrasées par les données du 3e, et on risque d'avoir des soucis dans l'historique des résultats publiés. Pour ce faire, donc, cette application de dépôt consomme une API d'import, donc qui elle est en PHP plus Symfony, et qui va importer les résultats d'analyse qui sont et également publier les rapports, va lancer la publication des imports. Tout ça, ça vient écrire dans une base MongoDB. Et puis de la même manière, donc, mon laboratoire utilisera une application web en Angular pour venir visualiser ces résultats, qui elle-même consomme une API qui, elle, cette fois-ci, est publique, donc ouverte à l'extérieur, alors que notre première API, elle, était cloisonnée dans une partie de la grappe de conteneurs. Et puis, donc, cette API publique va venir lire les données qui auront été insérées dans la base MongoDB. Une première entorse à, on va dire, ce qu'on appelle les bonnes pratiques, entre guillemets, des microservices. On se retrouve avec différents conteneurs qui vont qui vont en tout cas utiliser la même base de données. On verra par la suite, ce n'est pas forcément un problème. Quand on conseille en tout cas d'avoir des bases bien distinctes pour nos différents microservices, le but c'est justement d'éviter que, au lieu de faire un appel à un service, donc un appel en HTTP, moi, développeur qui ai tendance à être un petit peu feignant, je vais me rajouter une petite jointure en base. Et là, donc, je vais lier mes données, en tout cas des données de différents contextes métiers, ensemble au niveau de la persistance. Ce qui veut dire qu'en fait, j'aurai cassé le principe d'isolation de mes services. Ils ne pourront plus fonctionner de manière indépendante. On va redescendre encore d'un niveau. Donc, le niveau composant. Donc j'ai mon application web donc, qui est faite en Angular, qui elle donc, fait des appels vers une API, un service qui est lui public, et lui du coup il va interroger différents composants de mon application. Donc on a par exemple le Access Controller qui lui est responsable de l'authentification des différents utilisateurs de l'application. Lui, il utilise un composant qui est destiné à la sécurité, c'est-à-dire qu'il va être là pour fournir et vérifier les différents rôles des utilisateurs et leur permettre d'accéder ou non à certaines ressources. Et tout ça, il va le lire dans une base MongoDB. Et puis, de la même manière, pour
s'occuper de la visualisation des résultats. Il va interroger un contrôleur destiné aux résultats, qui lui va utiliser un composant de requêtage des résultats, qui va justement définir la visibilité des résultats pour mon utilisateur en cours, et qui va lui également consommer une base MongoDB. Je vous ai évité le diagramme de classe. Voilà, je pense que c'est un truc auquel on n'est pas forcément attaché, des mauvais souvenirs du ML. Donc celle-ci, je l'ai passée. Donc, on voit quand même que une des contraintes importantes, c'est l'isolation de notre code. Si on ne veut pas se retrouver avec une espèce de boue à consommer, il va falloir faire des choix qui vont permettre de bien scinder notre base de code, en tout cas en termes de relations d'objets. Donc pour ça, on a certaines convictions et on a choisi deux approches du développement. Je ne vais pas dire qu'ils sont en vogue actuellement, mais qui nous permettent en tout cas de garantir une certaine isolation. Le premier, c'est le Domain Driven Design. Donc ça, c'est une méthodologie qui va nous permettre en fait d'isoler les différents contextes métiers et de pouvoir éviter certains pièges. Par exemple, avoir des classes du même nom, mais qui n'ont pas forcément les mêmes buts. Et de tout mettre, en fait, de tout regrouper dans une même classe. Si je veux donner un exemple un peu plus précis, quand on fait du e-commerce, le produit qui est mis en vente et le produit qui est en stock et le produit qui est envoyé n'ont pas du tout les mêmes propriétés. Et si on discute avec quelqu'un responsable du marketing et quelqu'un responsable du stock, on voit vite que les propriétés qui intéressent chacune des personnes ne sont pas du tout les mêmes. Donc, on va éviter, en utilisant du Domain Driven Design, justement ce piège de tout généraliser sous la forme d'un produit, donc dans le cadre du e-commerce, et par contre de gérer différents produits en fonction du contexte dans lequel je suis. Ensuite, notre pattern qui permet une isolation, donc cette fois-ci en lecture et en écriture. Je ne sais pas si vous vous rappelez le schéma 2 slides plus haut qui indiquait un conteneur, enfin, en tout cas une partie de l'application qui était dédiée à l'écriture et l'autre qui est dédiée à la lecture. C'est CQRS. Donc c'est séparer en tout cas les modèles d'écriture dans le code des modèles de lecture. Comme on n'utilise pas du tout le même code, et le refactoring qui est nécessaire, par exemple, sur mon modèle d'écriture, ne va pas forcément impacter tout ce qui concerne la lecture des données. Tout ça peut être fait de manière indépendante. Et ensuite, on a un projet qui est lancé en PHP avec le framework Symfony. Donc, il va falloir quand même arriver à isoler des conteneurs au sein d'une même application Symfony. Et pour ça, on a choisi le pari en fait, de séparer tout notre code en différents bundles pour permettre en fait la création des différents contrôleurs dans nos différents conteneurs. Je vais vous expliquer ça juste à la suite. Donc, qu'a-t-on fait avec Symfony? Je ne sais pas s'il y a beaucoup de développeurs qui utilisent Symfony parmi les gens présents, mais ça, c'est nos deux premiers niveaux en fait, de code, enfin de dossier, d'organisation, dans le dossier source de notre application. Si vous avez déjà installé le framework Symfony donc, via Composer, vous vous retrouvez la plupart du temps avec un dossier entité, un dossier service, un dossier contrôleur, etc., au premier niveau. Et ça fait que vous allez être obligé en fait, de charger toute votre application sur un seul fichier de référence, donc le fichier index.php. Donc avec cette approche, on est un peu bloqué, on se retrouve à avoir un monolithe et à déployer un monolithe. Nous, on a choisi de scinder tout ça, donc on retrouve par exemple ici notre domaine métier, qui lui est scindé selon les différents contextes bornés. Donc ici, tout ce code-là, normalement, doit être, tous ces dossiers doivent être indépendants les uns des autres. On fera une petite exception pour ce dossier qui s'appelle Common, qui lui est là dans un but principalement de déclarer des interfaces ou d'avoir vraiment du code dont on sait qu'on va venir le réécrire en fait dans chaque contexte. Donc c'est vraiment le code dont on est sûr pour lequel on est sûr qu'on va vouloir le partager sur différents contextes. Ensuite, on va avoir une couche d'infrastructure. Donc là, on va mettre tout ce qui va nous servir, on va dire de manière générique,
dans l'utilisation du framework, dans la communication avec la base de données, dans les différentes communications sous forme HTTP, donc nos différents clients, etc. etc. Tout ça, c'est pareil, c'est du code qu'on ne va pas vouloir réintroduire dans tous nos microservices de manière dissociée. Donc, lui, c'est une partie de notre architecture de code qui va être commune. Et puis ensuite, eh ben, on va commencer à organiser notre code donc sous forme de ce qui était nommé conteneur dans le C4 modèle. Donc, on a ici notre application web, on a ici nos exports, on a ici nos imports, etc. etc. Je n'ai pas mis toute la suite, l'arborescence est assez longue, pardon, mais on va retrouver le reporting ou autre en fait de la même manière. Et puis, du coup, dans Symfony, on exploite les bundles, donc qui sont des espèces de modules qu'on va pouvoir venir charger. Donc, le fait de charger un bundle vient charger tout le code qui est associé. Et donc, on va définir nos différents composants de cette manière, donc avec la gestion de l'accès des utilisateurs, la partie analyse des résultats, la partie annuaire, les flux donc, qui sont les résultats en fait, des imports et des exports qui ont été réalisés, etc., etc. Et donc, la même démarche pour notre partie import, où on va du coup tout scinder. À partir de là, on a dû modifier aussi un petit peu donc la configuration du framework, puisque lui, de base, est fait pour ne répondre que sur une seule route. Enfin, une seule route, un seul contrôleur principal. Donc, on va se retrouver dans notre partie configuration à scinder également nos configs. Donc, pour mon conteneur d'import, je vais avoir une liste de bundles qui vont être chargés. Donc forcément, on ne va pas tout charger. Je vais avoir une configuration pour les différents packages, donc les dépendances qui vont être utilisées dans ce contexte, la configuration de mes routes, la configuration des services, et on va s'arrêter là. Ensuite, on va déployer donc, notre contrôleur principal pour les imports, donc avec, si besoin, une liste un dossier qui va contenir les assets. Principalement ici, ça va être pour de la doc d'API, puisqu'on est sur une API REST. Et puis, notre contrôleur principal, donc index.php, sur lequel notre conteneur, pour le coup, cette fois-ci Docker, va venir répondre. Et puis, de la même manière, on a une application sous forme de console, donc pour venir exécuter des lignes de commande qui, elles, seront toujours isolées dans le contexte des imports. Donc voilà, avec une petite dizaine de fichiers, on a réussi à isoler une partie de notre monolithe et de cette manière à pouvoir le faire répondre sur une grappe de conteneurs dédiée. Pour ça, il fallait également résoudre quelques problèmes. Quand on veut commencer à séparer en fait un monolithe en différents microservices, il faut éviter en fait qu'on ait des mécanismes qui viennent charger tout le code du monolithe, parce que forcément, on va se retrouver avec du couplage qui va être introduit. Et on ne va pas pouvoir derrière continuer notre isolation et donc continuer notre démarche d'aller vers des microservices, on va dire, purs, entre guillemets, et de pouvoir scinder notre code. Donc pour ça, alors j'avais assisté à une conférence qui parlait de comment faire ça en Java et c'était assez compliqué, il y avait des choses à faire au niveau de la JVM. En PHP, c'est beaucoup plus simple. En PHP, on va avoir un conteneur d'injection de dépendance qui va venir, donc du coup, construire son arbre de dépendance, permet d'instancier les différents services au niveau du code, et de là, il va stocker tout ça dans du cache en mémoire, donc le cache opcode de PHP. Si on veut éviter d'avoir des soucis, eh ben, on va venir configurer en fait le stockage de nos différents codes compilés par service dans des dossiers différents. Donc pour ça, on a juste surchargé un minimum le fonctionnement du kernel de Symfony en rajoutant en fait un paramètre dans le constructeur qui est le nom du service qu'on va vouloir instancier. Et puis en modifiant quelques méthodes, donc ici pour obtenir le chemin de la configuration à venir charger, on va, au lieu de taper dans le dossier config habituel, on va venir taper dans le dossier config / nom de notre service. Et de là, on va éviter d'avoir de la configuration qui traîne et qui n'est pas
ne correspondent pas à des bundles qui seraient, donc des modules qui seraient chargés par notre service indépendant, et on évite tout un tas de conflits. On s'assure également que une partie tierce de l'application sur mon environnement de développeur ne va pas venir charger une partie qui ne la concerne pas. Donc, on a une première couche en fait d'isolation dans la définition de l'utilisation qu'on fait du framework. Et puis, à partir de ça, je vais pouvoir définir la configuration de mes conteneurs. Donc, toute la configuration que vous allez voir là, c'est les conteneurs de développement. La même chose se passe pour la préparation des conteneurs sur les différents environnements de production. Donc, de quoi je vais avoir besoin? Pour tous mes conteneurs qui vont échanger sous forme HTTP, je vais avoir besoin d'instancier un service PHP FPM. Donc ici, vous avez celui qui est dédié, je pense, aux imports. Voilà. Donc notre service FPM pour la partie import, lui, va être chargé, configuré avec des variables d'environnement. On est capable de, si besoin, en cas de migration, avoir des versions de PHP différentes sur nos différents conteneurs. On va lui donner donc la conf à venir charger, etc., et lui dire qu'il va pouvoir communiquer donc avec tout le réseau, on va dire, qu'on a appelé back-end, et puis avec un réseau de workers donc, qui, lui, concerne principalement RabbitMQ. Ensuite, notre PHP FPM, on va lui associer un serveur web Nginx qu'on va venir configurer ici pour répondre dans le dossier public import. Et donc ça va nous permettre en fait de charger, d'avoir un serveur web assez rapidement qui va pouvoir publier juste la partie import de notre application. Ce qui veut dire qu'en fait, même dans le cadre du développement local, on va se retrouver avec une grappe de services qui vont être identiques à ce qui va se passer sur le code en production. Et puis, je vous parlais du besoin d'avoir des workers. Donc, les workers, c'est des process qui sont longs, en fait, qui sont censés ne jamais terminer. Donc, on a besoin de ce type de process, en fait, pour venir consommer des queues de traitement dans RabbitMQ, puisqu'on a quand même une petite partie d'événementiel, en fait, pour la communication entre nos différents services. Par exemple, dans le process import, reporting, notification, voilà, à chaque fois qu'un nouveau fichier a été importé, on va déclencher, ou qu'un résultat a été importé, donc on a deux granularités différentes. On va venir envoyer un événement aux autres parties du système pour lui dire que voilà, potentiellement, il va y avoir des rapports à générer, et une fois les rapports générés, envoyer éventuellement les notifications aux utilisateurs qui seront abonnés. Donc ça, c'est une partie qu'on a déléguée sur RabbitMQ. Et l'inconvénient de PHP, c'est qu'il est très mauvais à gérer des process qui vont être longs. PHP est très bien pour gérer une requête HTTP qui va venir traverser le framework, envoyer une réponse et mourir. Par contre, quand il s'agit de process longs, on a tout un tas de problèmes avec des fuites mémoire ou ce genre de choses. Donc, pour maintenir, en fait, pour être sûr qu'on ait toujours des process qui viendront consommer les différentes queues dans RabbitMQ, on utilise SupervisorD. Donc, voilà, on va venir lui fournir une configuration et lui va s'assurer qu'on a bien toujours le bon nombre de process qui vont tourner sur la machine. En tout cas, sur mon conteneur. Une dernière couche d'isolation qu'on a dû faire donc, dans le cadre de Symfony. Symfony a publié un composant Messenger il y a 2 ou 3 ans, je crois, qui lui est fait pour fonctionner avec RabbitMQ, entre autres, donc qui permet différentes manières de publier des événements et de venir traiter ces événements. Si on veut utiliser ces traitements de manière asynchrone, donc il va falloir se plugger avec RabbitMQ. L'inconvénient de ce qu'apporte directement Symfony, c'est qu'on va avoir une queue de traitement asynchrone dans laquelle on va publier tous nos événements. Et ça, si on commence à faire ça, ça veut dire que chaque microservice va avoir la possibilité en fait, d'intercepter les messages qui sont destinés à d'autres. Donc, on a évité ce genre de choses en scindant directement dans ce qui est appelé des transports côté Symfony.
Donc, on va bien instancier des queues différentes dans RabbitMQ et avoir des consommeurs différents également en fonction des différentes queues de traitement. Ce qui fait qu'on va, encore une fois, isoler la communication entre nos différents microservices. Voilà pour le plus gros des adaptations du framework dans ce contexte. Maintenant, il nous reste deux choix un peu explicités. Le premier, c'est Domain Driven Design. Alors, en quoi cette méthodologie va nous aider à isoler notre code? Une notion qui est importante quand on fait du DDD, c'est ce qui est appelé des bounded contexts. Et bounded, ça correspond bien à ce qu'on veut, puisque en fait, ça correspond à des limites. Et nous, ce qu'on veut, c'est limiter la communication entre certaines briques métiers. Si je vous présente un diagramme rapide en fait de trois principaux contextes métiers. On a parlé de la partie analyse des résultats, qui est ici en bleu. On a parlé de notre annuaire, qui est ici en orange. Et on a parlé des données de référence, qui sont en mauve, tout en bas. On s'aperçoit en fait qu'on a des notions qui portent le même nom des deux côtés. Donc ici, on a des laboratoires des deux côtés, on va retrouver des producteurs des deux côtés, on va retrouver des critères, des unités, en fait, qui vont être utilisées pour la publication des résultats. Sauf que, des villes aussi, tiens, si je les oublie, sauf que le piège, en fait, c'est de tout stocker de la même manière. Ici, concrètement, ce n'est pas le cas. Quand je suis dans le cadre de l'annuaire, en fait, je vais avoir une relation forte entre un producteur et son laboratoire associé. Donc, un laboratoire, en fait, va gérer les données de plusieurs producteurs. Par contre, cette relation n'a aucun intérêt à partir du moment où je vais me retrouver dans la partie analyse des résultats, puisque le laboratoire qui gère les informations d'un producteur n'est pas forcément le laboratoire qui va analyser ces échantillons. Du coup, si on commence à mettre des jointures fortes au niveau du stockage, on va se retrouver avec des possibilités de créer des nouvelles notions en fait, au sein de l'application. Et potentiellement ici, à cet endroit, de conserver en fait un historique en termes de cycle de vie. Dans nos données de référence, on nous dit qu'il y a des critères à analyser sur les différents échantillons et que ces critères peuvent être analysés et on peut en récupérer la valeur sous la forme de différentes unités. Donc, dans nos données de référence, un critère peut être lié à plusieurs unités en fonction du type d'analyse et de la méthode d'analyse qui a été utilisée. Par contre, si je suis dans le cadre de l'analyse des résultats, je sais que mon résultat, pour une méthode donnée et un critère, est ressorti sous une seule unité. Donc, je n'ai pas besoin d'avoir toute la relation du critère avec toutes ces unités autorisées pour venir faire insérer un nouveau résultat. Et si je veux pousser le bouchon un peu plus loin, je dirais qu'en termes de cycle de vie, on peut décider à un moment qu'un critère ne sera plus valable pour une unité. Ça ne doit pas avoir d'impact derrière sur le résultat qui a été importé il y a 5 ou 6 ans avec ce critère et cette unité. Donc, si on veut vraiment, si on commence à vraiment scinder les choses, on va s'éviter en fait tout un tas de contraintes de complexité accidentelle en fait qu'on aurait pu venir apporter si on avait choisi en fait de décider qu'un critère c'était la même chose dans toute l'application. Donc, Domain Driven Design nous sert dans un premier temps à vraiment définir ces couches d'isolation au niveau du code. Pour ça, le premier concept principal à prendre en compte, c'est ce qui est appelé Ubiquitous Language. Donc, c'est le langage en fait commun, on va dire sans équivoque, qui est utilisé par les différents intervenants sur ce projet. Ça veut dire qu'au niveau métier et au niveau développement, on va parler le même langage, on va nommer les choses de la même manière. Et là où je vous mettais qu'on avait des producteurs dans le domaine analyse et des producteurs dans le domaine annuaire, en fait, ce n'est pas vraiment le cas. Ici, niveau métier, ils ont plutôt tendance à parler d'exploitation dans ce cas-là. Et ici, ils conservent le terme de producteur. Ça va nous permettre de définir donc, les frontières sémantiques, vérifier qu'un laboratoire dans un contexte n'est pas forcément le même laboratoire dans un autre contexte métier, etc.
Et puis de définir, donc j'en ai un petit peu parlé, dans le cadre des critères et des unités, des frontières qui sont liées, elles, au cycle de vie. Si je reprends un exemple du e-commerce, si vous avez l'adresse d'un client, elle va pouvoir être modifiée. Le client qui déménage, il va venir changer son adresse dans votre système. Par contre, si vous commencez à appliquer cette modification, si vous liez en fait cette adresse au système de facturation, vous allez vous retrouver avec toutes vos adresses de facturation qui vont venir évoluer dans le temps. Et ça, on veut l'éviter. Donc, le fait d'avoir une jointure entre une table d'adresses qui serait commune à mon client et à ma facture n'a aucune utilité. En tout cas, ça ne se produit pas dans le monde réel. Pour préciser donc notre partie sur les frontières sémantiques, par exemple, je vous parlais de la différence entre un producteur et une exploitation. En fait, un producteur, c'est un sous-ensemble d'entités. Donc, les entités, c'est toutes les organisations qui vont transiter en fait, dans notre système. Lui, il va fournir donc, les échantillons pour analyse aux différents labos, par le biais de laiteries qui vont opérer une collecte. Et il va recevoir des rapports après analyse. Donc, lui, c'est notre entité dans le cadre du contexte annuaire. Et puis, si je compare ça avec l'exploitation, en fait, l'exploitation, ça va être un producteur qui va être actif et qui a au moins un échantillon analysé dans notre contexte analyse des résultats. Ça veut dire que je peux avoir des producteurs qui sont enregistrés dans mon annuaire. Tant qu'ils n'ont pas d'échantillons qui ont été analysés, ils ne sont pas considérés dans le contexte métier de l'analyse des résultats. Donc pour ça, pardon, je vais aller un peu rapidement. Donc dans ce contexte de l'analyse des résultats, mon exploitation, ou mon producteur, peu importe, va être considéré comme un value object. La distinction entre ces deux types d'objets en DDD se fait sur le fait qu'une entité a un identifiant qui lui est propre et qui est identique tout le long du cycle de vie de celle-ci, alors qu'un value object, c'est juste un objet qui va être défini par ses valeurs. Et du coup, quand on va comparer deux value objects entre eux, il faut vraiment comparer l'ensemble des attributs des deux objets pour venir savoir s'ils sont identiques ou pas. Les value objects sont, on va dire de manière générale, peu utilisés côté PHP pour plusieurs raisons en fait. Parce que principalement, à la base, on avait des ORM qui géraient des entités qui étaient liées à une table en base de données. Et puis, ces packages ont évolué et aujourd'hui, on est capable de stocker vraiment des value objects, en tout cas avec Doctrine dans Symfony. Donc, si je prends l'exemple de ma classe adresse, je vais pouvoir venir la configurer sous forme de value object dans Doctrine, donc en utilisant mon ORM. Au lieu de créer une entité, je vais créer un objet de type embeddable. Et puis, je vais définir les différentes propriétés. Résultat, dans ma table qui va venir utiliser ce type de value object, donc par exemple ma facture, je vais avoir une relation avec un objet de type adresse qui aura toutes ses propriétés donc stockées dans la table de facture. De la même manière, donc nous, cette difficulté, on ne l'avait pas. Je vous ai parlé de MongoDB. Nous, on était sur des documents, donc on va dire à plat, sans jointure. Donc pour la partie ODM de Doctrine, pour la gestion des documents dans MongoDB, on se retrouve à utiliser des embedded documents. Donc c'est le même principe. Ça va vous créer en fait un objet JSON à l'intérieur de votre document principal. Au passage, éviter les jointures avec MongoDB, c'est une bonne chose. Dernier pattern utilisé, donc CQRS. J'en ai déjà parlé dans un talk que j'avais présenté à la fois chez Inside et à la fois à la FUB, donc je vais éviter de trop m'attarder sur le sujet. J'ai remis en fait la grande image de CQRS qui symbolise bien du coup la distinction entre ce qu'on va utiliser pour venir lire au niveau de l'interface et ce qu'on va utiliser au niveau du composant d'écriture en fait, qui est bien isolé de la lecture. Pour ça, ce qu'on a utilisé donc au sein du framework Symfony, pour le modèle d'écriture, donc ce qui est appelé des commandes en CQRS, on s'appuie de base sur le framework, qui nous construit une request, qui transmet ça à un contrôleur.
On envoie les données dans un formulaire qui va nous apporter une validation en fait superficielle de nos données. On ne va pas aller vérifier les choses en base, on va vérifier les choses en base. Les règles métiers, pardon. On va venir vérifier que effectivement les données sont bien présentes en base en cas de relation. On va vérifier que tous les champs obligatoires sont bien renseignés, etc., qu'on a bien des entiers là où on s'attend à avoir des entiers et pas des chaînes de caractères. Bref, une première validation superficielle qui nous apporte en fait la possibilité de renvoyer tout un tas d'erreurs à l'utilisateur. Ensuite, c'est le code qu'on va retrouver dans nos différents conteneurs, donc dans nos différents, j'ai perdu le mot, dans nos différents bundles. Donc des commandes qui symbolisent en fait les données envoyées en écriture par un utilisateur et les handlers qui sont responsables en fait de traiter ces cas d'utilisation. Et puis ces handlers, ils vont venir utiliser notre code métier à proprement parler. Et ici, on va venir s'assurer qu'en fait toutes les règles métiers sont bien respectées. Donc la validation qui est superficielle ne va pas empêcher un deuxième niveau de validation qui lui est basé sur les contraintes fortes de notre métier. Et puis de la même manière, le modèle de lecture, donc appelé des queries, une requête qui est transmise à un contrôleur qui va venir être désérialisée. Donc on a du JSON pour communiquer avec nos API, donc le JSON est désérialisé. On peut effectuer de la même manière une première validation des données pour vérifier qu'on n'essaye pas de faire de l'injection de code ou ce genre de choses. Et puis on transmet ça à un objet de type query qui va nous renvoyer un ou plusieurs DTO si je veux afficher par exemple une liste d'objets. Voilà pour cette partie. Maintenant, une fois qu'on a mis ça en place, c'est bien beau, c'est des principes, il faut respecter l'isolation, mais respecter l'isolation du code, ce n'est pas forcément des plus explicites. En fonction de ce qu'on essaye de faire, en tant que développeur, on est un petit peu, attends, un peu feignant. Et si on peut prendre des raccourcis pour dire aller un peu plus vite, on va essayer de le faire. Tout ça au détriment potentiel de la qualité de l'application qui va être fournie. Donc, comment on va pouvoir tester que d'une seule base de code, je vais pouvoir déployer plusieurs couches de services. Le premier, en fait, ça se passe directement dans la configuration de la CI. Nous, on a utilisé nos conteneurs de développement, donc les mêmes, qui sont déjà donc une grappe de microservices isolés, lors de l'étape de test en fait, dans les pipelines. Donc, il a fallu adapter un petit peu la gestion des tests avec PHP Unit pour être sûr d'aller appeler une API précise. Ensuite, on a géré des suites de tests au niveau du framework de test, tout simplement pour pouvoir lancer également nos tests isolés plus rapidement dans notre application. Pour ça, si vous n'êtes pas familiarisé avec ce type de configuration, vous pouvez, avec PHP Unit, configurer des suites de tests et du coup, aller exécuter le code de test dans différentes parties de votre arborescence de fichiers. À noter que notre métier, lui, est testé en une fois. C'est sous forme vraiment de test unitaire et pas de test fonctionnel. Et puis, si on peut commencer à mettre des garde-fous pour éviter que du code soit mélangé par inadvertance par les développeurs, on a trouvé une petite librairie de test donc, qui vient se plugger à PHP Unit, qui permet de faire du test d'architecture. Donc ça, c'est une librairie utilisée en PHP. Elle est basée, donc elle s'appelle PHP Arch. Elle est basée sur deux librairies qui font à peu près le même travail en C# et en Java, donc ArchLint et ArchUnit. Et donc, ça permet de faire du test à différents niveaux sur notre architecture de code. Comment ça fonctionne? Donc, c'est une extension de PHP Unit, donc ça vient s'insérer dans la série de tests qui est déjà existante sur le projet. Ça permet de définir une ou plusieurs architectures logicielles qu'on va vouloir tester, donc à différents niveaux, en termes d'applications complètes, en termes de conteneurs, en termes de composants. Ça nous permet d'ajouter des validateurs, donc ils vont être donc, soit par namespace au niveau des classes, soit en fonction de l'arborescence qui est définie. C'est des validateurs, en fait, ça va nous assurer qu'on respecte en fait, les règles qu'on s'est fixées pour la construction de notre monolithe modulaire. C'est défini de manière, donc, soit des dépendances inclusives, c'est-à-dire que
tel composant aura le droit d'utiliser tel autre composant, ou exclusive, c'est-à-dire que mon composant d'import de résultats d'analyse n'a pas le droit d'utiliser directement mon composant d'import de l'annuaire. Et puis, petit bonus, ça nous offre une API Fluent, donc c'est assez facile de définir nos suites de contrôle à exécuter. Concrètement, à quoi ça ressemble? Ça, c'est directement issu de la documentation de PHPArch, donc PHPArch qui est testé avec PHPArch. Ils définissent une nouvelle architecture avec un composant qui est Components, qu'on va retrouver sous le namespace J6S PHPArch Component. Et de là, on vérifie à chaque fois, à chaque nouvelle introduction de code, que ce composant ne dépend pas du composant validation, qui lui est identifié par une autre racine de namespace. Tout ça, on peut l'exécuter en fonction d'un dossier en fait, choisi pour l'application. Ici, dire le dossier courant des tests, on retourne de 2 et on est dans le dossier application. On valide notre architecture et on vérifie qu'il n'y a pas d'erreur. De là, bah, du coup, je me suis amusé à faire quelques tests sur les différentes parties de l'architecture de notre code. Donc, un premier, c'est vérifier que nos différents domaines métiers sont bien isolés. Donc, on va définir nos différents contextes. Donc, on avait notre contexte, on va dire, commun, plus la partie analyse, la partie annuaire et les données de référence. Et puis, ici, je vais pouvoir vérifier que mon contexte analyse a le droit de dépendre de mon contexte commun. Et puis, ça s'arrête là. Il n'a pas le droit d'aller piocher dans les autres contextes métiers. Donc ça va nous permettre de ne pas commencer à mélanger les producteurs de l'annuaire avec les producteurs des résultats d'analyse, de ne pas mélanger nos unités et nos critères d'analyse avec leur équivalent en données de référence. Ensuite, on va tester un niveau encore au-dessus, au niveau des composants. On va vérifier que dans notre service d'import, on a bien une isolation entre les différents types d'import, donc que les analyses, toujours notre annuaire et nos données de référence sont bien scindées. Donc, à partir de ces trois composants, on va vérifier que la partie import des données d'analyse ne dépend pas des deux autres, etc., etc. On peut généraliser ces tests à tous les composants en fait, qu'on vient de définir. Et puis, un dernier niveau, en fait, au niveau conteneur. Donc ici, on teste le conteneur responsable de la création, de la génération de tout ce qui est reporting. Donc, on a un peu plus de composants. Je n'ai pas mis tout le détail ici parce que ça n'est pas sur la slide et avoir ça en plusieurs, c'était un peu compliqué à comprendre. Mais bref, en nommant un peu les variables, on comprend qu'on a des composants au niveau domaine, donc nos différents contextes métiers, des composants en termes de conteneurs et différentes couches applicatives. Donc ici, principalement, notre architecture, notre couche d'infrastructure, pardon. Et puis, on va vérifier que notre microservice reporting a le droit d'utiliser le code métier qui concerne le reporting, a le droit d'utiliser notre code en termes d'infrastructure, puisqu'il va devoir communiquer avec la base de données, échanger de l'information, par exemple, notifier le service, enfin, envoyer une notification au service d'envoi d'email, mais n'a pas le droit de dépendre d'autres composants dans mon application. Donc, avec tout ça, voilà, on arrive à garantir, sous forme de test, que nos microservices restent isolés. Pour ceux qui voudront aller un peu plus loin, donc je partagerai les slides de cette présentation. Je vous ai mis 2 conférences. Les 2 sont assez intéressantes. Une qui est plus orientée théorie et l'autre un peu plus pratique. Des slides également sur comment justement utiliser les patterns du DDD dans une architecture microservice. Et puis, si vous avez été curieux sur le C4 modèle, toute la documentation et l'explication de cette méthode d'appréhender le développement. Je vous remercie. J'ai essayé de tenir un minimum les temps. On est un peu débordé, c'est assez rare. Donc c'est tout pour moi. Et puis si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas.
c'est le moment de rouvrir vos micros. Pas de questions? J'espère que je n'ai pas assommé tout le monde, ou alors tout le monde veut aller prendre l'apéro. Non, c'était très bien, Julien. Bravo. Merci. Moi, j'ai pas de questions. Voilà. Comment? Je dis, j'ai pas de questions, mais c'était très bien. Félicitations. Moi, j'ai une question sur... tout le monde a abandonné l'idée que les workers, ça pourrait marcher et on doit les killer régulièrement, ou il y a un espoir qu'un jour, on puisse faire tourner ça longtemps? En PHP? Ouais, où on part du statu quo que c'est mort et on n'en parle plus. Ça dépend, en fait, ça dépend de l'utilisation que tu en fais. J'ai eu des cas où ça tournait très bien, mais il faut vraiment que ça fasse du basique. À partir du moment où tu commences à communiquer avec un service externe type base de données et qu'il peut y avoir potentiellement des coupures dans la connexion, là, ça se passe pas très bien. Par contre, pour l'utilisation avec Supervisor D, ça se passe plutôt bien de ce côté-là. En fait, il détecte assez facilement que notre worker a planté. Je ne sais pas si tu as déjà utilisé le composant Messenger, mais il permet de définir en fait un temps d'exécution maximum ou alors une limite mémoire utilisée par le process. Et du coup, en fait, ça va permettre de le killer en fait tout seul, automatiquement, s'il dépasse l'un des deux critères. Et Supervisor D, lui, va se charger de relancer en fait directement un nouveau worker pour correspondre au nombre de workers que tu auras défini. Donc c'est plutôt un bon moyen. J'avais sur un autre projet, on n'avait pas la chance d'avoir Supervisor, donc du coup j'avais fait une bidouille avec comment s'appelle-t-il? Il y a un process en fait Linux, enfin Unix, qui permet je crois que c'est timeout, donc de contrôler, en fait, de lancer une tâche. Donc là, c'était une tâche cron. Et elle était lancée pour 55 minutes. Et puis, au bout de 55 minutes, elle envoyait un signal d'extinction. La plupart du temps, en fait, RabbitMQ, lui, il veut vraiment fonctionner avec de la communication rapide. C'est-à-dire, j'ai récupéré un événement, ça y est, je le traite. Sinon, tu commences à arriver dans des cycles où tu dois aller, on va dire, pinguer entre guillemets RabbitMQ pour lui dire oui, oui, je suis en train de consommer cet événement, ne te supprime pas pour l'instant. Donc, si c'est sur du traitement assez rapide, normalement, il te reste 5 minutes de delta où ton application, même si elle a planté, ton worker, même s'il a planté, le fait d'envoyer le signal d'extinction, le processus va se tuer de manière propre, on va dire. Et du coup, si dans tes consommateurs, je ne suis pas sûr que ça existe en français, bref. Si tu utilises la méthode magique, donc destruct, pour restocker ton message, donc lui donner une nouvelle durée de vie, tu réussis à ne pas perdre en fait de messages publiés dans RabbitMQ. Je ne sais pas si ça apporte une bonne réponse à ta question. Si. Mais après, c'est que même avec Supervisor D, on a des emmerdes. Hein. Avec? Enfin, on a beaucoup de workers et ils ne sont pas hyper résilients. On a pas mal d'incidents. Hein. Donc, c'est juste savoir s'il y avait un espoir qu'un jour, ce soit un peu plus stable. On va continuer. Moi, je trouve que ça fait très bricole, hein, de se dire je le tue au bout de X temps parce que je ne suis pas capable de détecter qu'il est. En fait, le problème, c'est que des fois, Supervisor D ne détecte pas qu'il est tanké. Après, il reste d'autres solutions comme du Go ou du Rust qui eux, sont vraiment plus robustes à ce niveau-là. Ouais. Ok. Ben, merci. De rien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bonjour, il y avait une question dans le chat sur la taille de l'équipe. La taille de l'équipe. Ou des équipes. Alors, de l'équipe, sachant que l'équipe à un moment a été scindée en 2 sous-équipes, on va dire, mais on faisait quand même des réunions communes, etc. Au lancement du projet, 2. Et au plus gros, en tant que. Alors, je me limite aux développeurs. Hein. On avait un chef de projet et un PO également
dans l'équipe, mais on devait être une dizaine au maximum, avec quelques changements ou quelques départs, quelques arrivées au milieu. Voilà. Okay, et du coup, ouais, est-ce que tu penses que c'est applicable à un projet qui est beaucoup plus gros, par exemple avec 10 équipes de 5 développeurs chacun? Pourquoi pas. Les monolithes modulaires, en fait, ça vient de Shopify. Ils ont des équipes un peu plus conséquentes. Et c'est eux qui ont beaucoup poussé sur cette approche. Donc oui, après je ne saurais pas te donner plus d'informations sur ce contexte-là, je n'ai pas été confronté du tout à ça. Mais en tout cas, ça se fait ailleurs. Donc oui, c'est faisable. Ok, merci. Plus d'autres questions? Bon, eh ben, je vais libérer tout le monde. Une bière? Oui. Je peux pas en offrir à distance, mais oui. Bon, je vous remercie en tout cas pour ce premier meet-up en ligne. On va voir si on peut renouveler l'opération ultérieurement. Donc, voilà, restez branchés sur Meetup. On communiquera dans le cadre de la FUP de cette manière-là. Et puis, je sais que côté Inside, ils ont prévu aussi d'autres webinaires. Donc, voilà, vous pouvez rester à l'écoute. Merci à toutes et à tous. Et puis, je vous souhaite une bonne soirée. Au revoir.